Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Au programme de ce 34e numéro, je vous propose un petit tour en Angleterre parce que les 17 et 18 octobre dernier, le Search Love s'est tenu à Londres. 2 jours de conférences, 17 interventions et surtout des grands noms du SEO comme Will Critchlow, Tom Anthony, Jess Scholz, Tom Capper ou encore Lily Ray. Bref, un joli programme. Et ça tombe bien parce que nous aussi, on a envoyé les grands noms de l'agence WAM sur place. Et justement, ils sont avec moi pour faire un petit débrief. À mes côtés, Marion Bédic-Keller, chef de projet éditorial. Salut Marion. Salut Kevin. Anaïs Chauvigny, consultante RP. Salut Anaïs. Salut Kevin. Florian Guilto, chef de projet SEO. Salut Florian. Salut à tous, bonjour Kevin. Et David Eicholzer, le directeur et fondateur de l'agence WAM, le Charles III de WAM finalement, pour rester dans le thème anglais. Salut David. Salut Kevin. Bon, là c'est la première fois qu'il y a plus de participants qu'il y a de micros, donc j'imagine que vous devez avoir plein de choses à nous dire. Du coup, je vous propose de commencer directement, et je me tourne vers toi Marion, parce que apparemment Google serait bien plus qu'un simple moteur de recherche. Quelle entrée en matière. Oui, merci. Ça tombe bien qu'on commence ce podcast par ce sujet-là, parce qu'en fait, on a eu une superbe entrée en matière avec Jess Scholz, pour le coup, qui est CMO de Ringier et du coup qui nous a fait sa presse au Search Love. Donc elle a commencé en disant que Google n'était pas un simple moteur de recherche, mais qu'il est vraiment devenu un écosystème à part entière. Bon, on l'avait tous plus ou moins deviné, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas seulement le savoir, il faut vraiment le prendre en compte, surtout quand on sait ce que Google a derrière la tête. Le petit teasing. Mais alors du coup, qu'est-ce que Google a derrière la tête ? Alors si on simplifie, on peut dire qu'avant, Google était un fournisseur de trafic pour les sites positionnés et qu'il suffisait, entre guillemets, d'être positionné en premier. Mais maintenant, c'est différent car Google souhaite en fait garder l'utilisateur dans son écosystème plutôt que de le renvoyer sur les sites de marque. En fait, on n'a qu'à regarder aujourd'hui le zéro-clic qui prend de plus en plus de place, Google Shopping, Google Jobs, etc. L'utilisateur, en fait, il peut désormais vivre toute son expérience de conversion sur Google sans cliquer sur un seul lien bleu. Il y a même Google Pay si tu veux payer directement avec ton smartphone. Donc c'est sûr que si on veut convertir, on doit forcément avoir une strate de conversion via Google en dehors de son site web. Et enfin, Google a aussi une autre idée en tête. On le sait déjà tous, mais c'est bien entendu de vendre plus d'ads, tant qu'à faire. Car on va se rendre à l'évidence, mais quel que soit l'état de la SERP, donc des résultats de recherche, les annonces sont évidemment devant. Et oui, mais sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est la visibilité organique. Alors on fait comment pour s'en sortir avec tout ça ? Alors en fait, maintenant, il faut plus voir la visibilité naturelle comme de la simple création de texte et de l'optimisation technique de site. Bon, j'avoue, je caricature, mais c'est un peu ça quand même. Il faut aller plus loin et désormais exploiter la visibilité sur l'ensemble de l'écosystème Google en pensant à une stratégie multicanale. Donc la première chose à avoir en tête, c'est que si on veut convertir, c'est d'avoir une page dédiée aux produits ou aux services. Mais comme Jess Scholz le dit bien, Google est une Content Discovery Platform, super accent, et ça ne suffit malheureusement plus d'avoir une page simple de conversion. En fait, tu dois avoir vraiment toute une stratégie autour de ton idée de conversion de base. Donc si on prend l'idée, donc l'exemple d'un produit, il faut décliner ça sur Google Shopping, il faut travailler ces visuels pour qu'ils apparaissent sur Google Images ou via l'appli mobile Google Lens, faire même une vidéo, sachant que Google intègre déjà des réels et des shorts dans ses SERP aux US, donc ça va arriver en France. Voire tenter même une expérience sur Google Discover si votre service s'y prête. Et d'ailleurs, on a des clients pour lesquels on le fait. Si on le cite, Fuel Market, avec qui David a déjà fait une intervention sur un podcast d'ailleurs. David dit oui de la tête, donc c'est voilà. Charles III. Charles III, pardon. Et bien sûr, si c'est pertinent, allez sur les réseaux sociaux, mais ça, je laisserai Anaïs en parler plus tard. Je tease encore. Oui, tu as encore beaucoup de teasing du coup. Ah, moi j'adore, c'est mon... Il y avait Marion les bons tuyaux et maintenant ça va être Marion le teasing. Et du coup, il faut vraiment créer tout un vivier de conseils autour pour mener l'utilisateur jusqu'au produit et l'accompagner même après l'achat du produit. C'est ce qu'on appelle en fait l'intention care dans le cycle décisionnel du client. Ok, donc tu constitues ta stratégie, mais après ? Alors, on zappe l'ancien système drivé par les mots-clés car on est en pleine transition. Donc, on passe à un modèle de recherche par intention. Donc ça, on le dit depuis longtemps. Mais en fait, ça change tout car on le verra plus tard dans le podcast. Mais les intentions sur le web, il y en a des dizaines en fonction de ton marché, évidemment.
Mais si je prends un exemple, on va plus cibler le mot-clé seul poussette. Ça, c'est juste une thématique, ça ne veut rien dire dans le parcours d'achat d'un utilisateur. Mais derrière, on va aller plutôt chercher son intention de recherche pour pouvoir pousser le bon contenu derrière. Est-ce que la personne veut comparer des poussettes ? Est-ce qu'elle veut acheter une poussette en particulier ? Est-ce qu'elle veut se déplacer dans un magasin, etc. Et en fonction de l'intention, en fait, on se rend compte que le contenu et son format seront complètement différents. Ouais, forcément, on accompagne l'utilisateur dans son parcours d'achat en lui proposant le bon contenu au bon moment. Et niveau image, visuel, tout ça, c'est toujours à l'ordre du jour ? Si on en croit G-Scholl, c'est sûr. Personnellement, je la crois. Les contenus visuels, ils sont incontournables aujourd'hui. Les SERP poussent de plus en plus de vidéos, des images et ce genre de format. Et en plus, ils occupent vraiment tout le haut de la SERP. Et vraiment, c'est pas là pour faire joli, ça permet de convertir. Si on revient sur l'écosystème Google, on peut citer Google Images, bien sûr, mais il y a aussi Google Lens qui se déploie de plus en plus, comme je le disais au début. Et si je reprends un exemple, si on prend un guide d'achat sur une poussette, on le sait, l'utilisateur, il ne va pas aller lire tout le bloc de texte. Ouais. Il va rapidement parcourir le contenu des yeux. Et il va zapper parce que c'est quand même très décourageant si c'est que du texte sans visuel, etc. Donc, il va falloir mettre des images pour attirer l'œil, mais aussi pour documenter le contenu. On ne choisit pas ces visuels au hasard. Il faut que ça ait vraiment un lien avec le contenu. Et du coup, ça nous permet aussi d'apparaître mieux dans les encarts visuels de Google. Et avec ces images, donc, on optimise nos chances de mener une conversion sur l'écosystème Google directement. Puis on va pas se mentir quand même, demain la conversion elle va se faire majoritairement au sein même de Google. Donc là il y a eu intention de recherche, visuel. Est-ce qu'il y a autre chose à déclarer pour augmenter les chances de conversion ? Oui, et après j'arrête un peu de parler quand même. Mais G-Scholl a mis en lumière que la vraie valeur de nos sites ne réside pas dans les pages de navigation. Ce sont en fait les pages produits pour le e-commerce ou les conseils par exemple, car c'est là où se trouve vraiment ce que recherchent les utilisateurs. Donc si on la cite, les pages profondes sont là où réside la véritable valeur utilisateur. Tu m'excuseras, je la fais pas en anglais. Non, moi je t'en prie. Et Google va aller de plus en plus loin dans le tunnel de conversion, quel que soit le secteur. Donc les pages profondes sont là où la valeur est en fait la plus élevée, ce qui induit que c'est très compliqué aujourd'hui d'être un e-commerce et de ne pas être sur Google Merchant Center ou Google Shopping. Oui, et si je peux intervenir, mais je t'en prie. Aux US, Google Merchant Center organique est déjà live et même relié depuis quelques jours, on l'a vu passer sur Twitter, à la Search Console. C'est-à-dire que tu peux uploader tout ton catalogue e-commerce en un clic depuis la Search Console et hop, tu retrouves toute ton offre produit dans les grilles de produits présentés aux utilisateurs directement dans les SERP. Je rappelle que c'est vraiment qu'aux US. En somme, Google devient une marketplace. Oui, du coup, ça me permet de rebondir et de dire qu'il ne suffit pas de faire du contenu sur les pages produits ou de rédiger des pages conseils avec du texte basique. C'est sûr que plus c'est mis en avant, plus il va falloir un peu travailler les contenus. Donc, on pense d'abord stratégie. Quel sujet pour quelle intention de recherche, quel format, comment on pense la conversion sur l'écosystème Google, toujours. Et ensuite, on travaille sur la réalisation, comme si on faisait du brand en fait, ou du storytelling pour raconter une véritable histoire, ou en tout cas donner envie, en plus de répondre à la question du client. Donc, si je résume, le contenu doit donner une vraie réponse à l'internaute en ciblant son intention de recherche, proposer une vraie expérience de lecture avec des visuels, des vidéos ou tout autre format qui peut venir améliorer le contenu et le rendre différent tout en étant plus visible sur Google. Et favoriser la conversion sur l'écosystème Google. Donc, pas juste un CTA sur le site, je vous vois venir. Mais si on est sur un produit, par exemple, on doit pouvoir le retrouver via Google Shopping en s'inscrivant sur Google Merchant Center, par exemple. Ok, donc si je résume, on doit penser intention de recherche, multiplier les formats, booster le visuel et se concentrer sur les pages produits et conseils. En bref, il faut développer le don d'ubiquité de la marque pour être présent dans tout l'écosystème Google et pas uniquement sur le seul moteur de recherche pour qu'il y ait conversion. Joliment dit. Oui, j'essaye de bien résumer les choses. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Du coup, j'ajouterais même que dans ce contexte, la page web n'est pas le produit, mais c'est vraiment le contenu qui est le produit désormais. Il n'y a plus de question d'SEO d'un côté, de brand de l'autre. C'est vraiment toujours la même chose maintenant. Parce qu'en fait, la conversion aura de moins en moins lieu sur le site de marque au profit de l'écosystème Google. Donc, soit on l'accepte, soit vous pouvez aller chez Bing, comme a conclu G-Scholl. Ouais, en gros, ce qui compte, c'est qu'on ait la conversion, mais il faut arrêter de la vouloir obligatoirement sur son site, quoi. C'est surtout en plus, comme tu l'as dit, si demain, cette conversion, elle aura presque tout le temps lieu chez Google. Donc ça, c'était pour la stratégie, mais niveau technique, est-ce qu'il y a des choses à savoir ? Là, je vais laisser David et Florian parler. C'est plus ma partie. David, alors.
Oui, alors après l'adret, il y a l'UBAC, le versant le moins exposé au soleil. Et effectivement, les marques doivent s'adapter aussi techniquement à ces changements. Alors voici un petit condensé des bonnes pratiques qu'on a fait avec Florian pour raisonner écosystème Google. Donc Marion évoquait des résultats de recherche de plus en plus contextuels, par exemple avec les offres d'emploi, les news, le shopping bien sûr, les visuels, les contenus sur Discover qui sont même avant la SERP, le local. Ça implique en fait une déclinaison du travail technique par verticale, on le comprend, et il s'agit parfois de véritables spécialités qui ne cessent de s'enrichir au fil du temps. Est-ce qu'il faut tout confier au même SEO ou faire appel à une agence qui dispose de chaque spécialité en interne, comme par exemple la gestion de flux produits via Merchant Center pour apparaître dans Shopping, mais organique également? Ce n'est pas le même travail d'optimisation que pour un travail d'optimisation classique de catalogue e-commerce pour être dans les liens bleus, donc hébergé sur un site, on le devine. Ouais, et comme le disait Marion juste avant, les pages profondes sont là où la valeur de l'utilisateur est la plus élevée, que ce soit du contenu de fond ou des produits. Et techniquement, ça nous demande une parfaite maîtrise du crawl de Google sur nos pages. Et là, on peut citer la fréquence de passage, le type de page, le nombre de pages crawlées, ou encore le niveau de profondeur, parce qu'évidemment, la sélection du contenu par Google ne se fait pas sans l'indexation. Alors, c'est certes un basique, mais ça n'a jamais été autant décisif. Une des leçons de 2022, c'est que Google n'est pas infaillible aux erreurs de crawl. C'est donc un vrai défi pour les sites e-commerce de s'assurer l'exhaustivité du crawl et de leur catalogue par Google. Et ça, c'est un défi du quotidien. Il y a des outils comme OnCrawl qui sont des vrais alliés dans ce travail et au risque de vous paraître basique, ça n'a jamais été aussi important de suivre quotidiennement vos log serveurs. Par exemple, pour quantifier le délai entre la publication de vos pages, la découverte par Google, puis leur indexation. Donc là, c'est ce qu'on peut nommer le crawl efficiency. Évidemment, on ne pourra jamais optimiser au-delà de la vitesse de crawl du Googlebot, mais l'idée, c'est de raccourcir le plus possible le délai entre ces étapes de publication, de crawling et d'indexation pour mesurer l'impact sur les conversions. Donc dans cette quête, il y a aussi des outils comme IndexNow qui peuvent être utiles, où on peut encore travailler avec un CDN comme Cloudflare. On peut aussi mentionner, pour retourner toujours sur ces basiques, l'importance de l'accès à Google à vos pages. Et ça passe par l'optimisation sans relâche du maillage interne de vos pages, du robot de texte ou encore du sitemap XML. Et là, Jeff Scholz insistait sur le fait qu'il faut, entre guillemets, spammer Google pour lui faire indexer nos pages importantes lorsqu'elles ne sont pas indexées. Donc ça passe par les méthodes qu'on a citées précédemment. Et je le répète, il s'agit de suivre de quelle façon la qualité de l'indexation, dont le crawl efficiency, qui est différent du crawl budget, faut le rappeler, agit sur vos revenus et bien sûr de l'optimiser. Oui, et au-delà du catalogue produit, il y a la même attention à accorder au contenu conseil, finalement, parce que jusque-là, on n'a parlé que des produits. Et donc aussi à vos visuels, produits d'ailleurs, mais pas que. Et également les informations des magasins implantés localement, si vous avez toute une chaîne de magasins et des pages associées. Google, en réalité, challenge les SEO toujours un peu plus pour l'indexation de leur patrimoine éditorial. Pendant longtemps, Google crawlait tout, il indexait tout ou presque, fallait presque le juguler. Désormais, ça c'est un peu nouveau, en 2022, et ce sera encore accentué cette année à venir, il faut presque mériter le crawl et l'indexation de Google. En tout cas, montrer patte blanche sur la qualité des contenus. Donc bien sûr, sur les produits, et typiquement on connaît le Product Review Update, est-ce que les avis sont authentiques, constructifs, variés, équilibrés? Les contenus de fond, est-ce que vous apportez une solution à un problème concret qui n'a pas déjà été abordé par d'autres et de cette façon? Vos pages locales apportent-elles une plus-value par rapport à d'autres pages annuaires déjà indexées dans Google, dont Google My Profile évidemment? Si ce n'est pas le cas, Google déclarait encore il y a quelques jours que 60% du web était dupliqué selon lui. Donc si vous ne faites pas bien le boulot, vous ne serez plus indexé. Il n'a aucune raison. Il est presque en trop plein d'infos. Ouais. Donc il fait vraiment le tri. Maintenant, il va voir la sélection, quoi. Derrière tout ça, j'imagine que le client veut un suivi des résultats. Donc on fait comment? Surtout que ça semble beaucoup plus compliqué si la conversion ne se fait pas sur le site, mais comme on l'a dit tout à l'heure, au sein de l'écosystème Google.
Florian en parlait à l'instant du défi technique que cela représentait pour les SEO. Et on est mis également au défi, peut-être plus encore sur la question de la collecte de la data. Et je cite même pas la RGPD. Là, c'était un point de vue US. Donc Jess Scholz n'est pas allé par quatre chemins. Donc par défaut, Google sous-évalue, probablement volontairement d'ailleurs, mais je referme la parenthèse, les audiences organiques, les données organiques remontées par d'un côté la Search Console, et puis toutes les données d'audience et de conversion de GA de l'autre, au profit des données qui font son beurre. Le paid search, comme nous rappelait Marion, les ad-clics, quoi. Hein. Pour autant, il faut pouvoir agir, et c'est là que Jess Scholz nous a donné quelques tips. Et on s'y prend comment alors, justement ? C'est pas sans difficulté, hein, je le redis, hein, donc c'est difficile d'être exhaustif. Il faut une approche méthodique de la collecte des données. Florian nous en parlera d'ailleurs tout à l'heure également à travers l'excellente conférence sur GA4 de Jill Quick. Mais voici ce que nous recommande Jess Scholz. Il faut définir déjà avec précision, donc on revient un peu là aussi sur des basiques, définir avec précision les objectifs de votre stratégie organique. Et pour chaque écosystème et par période également. Et comme le rapportait Marion tout à l'heure, gardez en tête qu'en 2023, on passe d'une attention qui était d'abord et historiquement portée sur l'audience à une attention portée sur ce qu'elle apporte, sur l'engagement de cette audience. Ça, le nerf de la guerre pour les marketeurs désormais. Notre travail est de générer des conversions, pas des visites. Alors évidemment, pour cela, il faut savoir de façon intermédiaire comment se comporte l'audience et distinguer le comportement des fans, des visiteurs réguliers, des occasionnels, des ponctuels, pour savoir comment mieux les faire convertir sur le site ou chez Google. Donc, on le disait à l'instant, GA sous-estime la valeur de l'organique. Par exemple, on a de vraies difficultés pour traquer précisément une donnée d'audience qui provient des images, de Lens, plus largement donc des photos, de Maps locales, puis tout le business pack avec Gmail, etc. En réponse, il faut donc créer les filtres qui vont bien dans GA pour tenter, je dis tenter, de reconstituer autant que possible l'audience organique émanant de l'écosystème Google, voire et bien sûr d'autres écosystèmes, parce que par défaut, ça n'est pas fait, c'est sous-évalué. Google Search Console de l'autre côté, c'est bien, mais GSC ne mesure pas les conversions. Pourtant, la finalité de notre job, je le répète, de SEO, c'est bien la conversion. Donc, ne pas tout miser sur cet outil, parce qu'en plus, il est incomplet, voire il a de plus en plus d'erreurs. L'autre difficulté, on le répète, c'est que tout ne passe pas ou de moins en moins par les mots-clés. C'est déjà live aux US parce que Google nous a prévenu lors du SearchOn 2022. Le nouveau clavier pour la suite, c'est l'appareil photo de votre smartphone. Et aujourd'hui, on l'a déjà dit, on le répète, on ne sait pas bien traquer le trafic de Google Images, de Lens, de photos de l'assistant, de Pixel Camera, de Lens App, tout ce que vous voulez. Donc les données ne seront jamais exhaustives. Pas simple en conclusion. Okay. Voilà. Anaïs, je m'adresse à toi maintenant. Quelles observations ont été faites du côté des réseaux sociaux ? Aujourd'hui, on le sait, on vit dans un monde où le comportement des consommateurs est influencé par les réseaux sociaux. On consomme au quotidien des formats visuels de plus en plus courts, comme les vidéos sur TikTok, les Reels sur Instagram. On échange à travers des messageries instantanées avec WhatsApp ou Snapchat, et on suit les tendances par le biais de cyber-personnalités qu'on appelle des influenceurs. Tout ça, ça va très vite, ça change très vite finalement, ce qui entraîne une forme d'impatience. Et c'est aussi le cas pour les requêtes sur les moteurs de recherche. Parce que les internautes sont de plus en plus impatients, ils veulent des résultats pertinents dans la seconde où ils ont formulé leur requête. Et justement, pour satisfaire leur impatience, ils ne se contentent plus uniquement d'utiliser Google. Justement, en tant que professionnel du SEO, comment on se positionne face à tous ces bouleversements comportementaux ? Alors nous, en tant que bâtisseurs de la visibilité, on observe tous ces bouleversements, tous ces changements dans les comportements de recherche des consommateurs. Et donc, en effet, Kevin, on peut se demander, au milieu de cet écosystème changeant, où des nouveaux acteurs de la visibilité créent la tendance et créent le besoin, comment est-ce que nous, on peut faire pour convertir plus vite, se classer en top position sur des requêtes clés et justement engranger plus de trafic que nos concurrents ? Eh bien, il faut aujourd'hui savoir conjuguer avec ces nouveaux outils de recherche et de tendance que sont les réseaux sociaux. Alors, deux petites questions. Comment est-ce qu'on peut travailler le référencement d'une marque sur les réseaux sociaux ? Et surtout, quel réseau social est-ce qu'on doit choisir ? Alors là, tout de suite comme ça, je suis tentée de te dire, ça dépend. Une petite réponse de SEO, mais je ne vais pas faire ça.
Je vais plutôt te dire qu'il faut savoir mixer les bonnes pratiques SEO justement avec celles des réseaux sociaux, en commençant par inclure ces fameux réseaux sociaux dans ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Bon, on le sait, il existe des centaines de points de contact dans ce fameux parcours, et les réseaux sociaux sont justement un de ces points de contact, et ils peuvent intervenir à toutes les étapes. Autre chose importante, il faut aussi considérer les réseaux sociaux comme des outils de recherche à part entière. Ça, c'est un point intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces réseaux sociaux comme moteur de recherche, justement ? Oui, bien sûr. On va prendre l'exemple de TikTok, qui est aujourd'hui le réseau social incontournable. Donc TikTok, c'est bien plus qu'une plateforme où on va scroller parfois pendant des heures pour regarder des inconnus se mettre en scène à travers des vidéos courtes. TikTok, aujourd'hui, c'est devenu un créateur de tendances. Les musiques que les utilisateurs utilisent dans leurs vidéos sur le réseau social deviennent virales avant même qu'elles n'entrent dans notre bon vieux hit parade. C'est donc TikTok qui crée les tubes du moment, et ça va aussi pour la mode. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Carrie Rose, qui est la cofondatrice de Rise at 7, une agence de référencement créatif, et qui est intervenue sur la question large des réseaux sociaux et de l'influence au cours du Search Love. Donc, à travers le contenu vidéo qui est proposé sur TikTok, les utilisateurs vont chercher la musique tendance, le dernier pull à la mode, le livre qui fait un carton, etc., etc. Et du coup, en partant de ce constat, comment est-ce qu'on peut investir TikTok quand on cherche à optimiser son référencement ? Alors, pour se démarquer de la concurrence et performer sur le réseau social, on a besoin d'intégrer de la créativité dans notre stratégie SEO. Je pense que je vous apprends rien, mais cette créativité, elle va se matérialiser par l'emploi, bien sûr, des influenceurs, mais aussi et surtout par le storytelling. Marion nous en parlait en tout début de ce podcast. Et notre porte d'entrée, ça va plus être le produit qu'on va promouvoir, mais ça va être l'histoire qu'on va raconter autour de ce produit. Et quand je dis ça, je t'apprends rien. L'objectif derrière l'histoire qu'on va raconter grâce aux influenceurs, c'est de créer la tendance, donc le besoin, donc la recherche organique. CQFD. Est-ce que tu as une stratégie pour créer ce cercle vertueux de la recherche sur TikTok en l'occurrence ? Alors, je vais me faire la porte-parole de Carrie Rose, qui a présenté donc sa stratégie qui est très intelligente pour optimiser son référencement naturel grâce à TikTok et grâce aux influenceurs. Le postulat de départ, c'est d'analyser les contenus et les mots-clés de son site internet et d'identifier justement le mot-clé qui se positionne en numéro 1 sur la SERP dans les résultats de recherche. L'objectif ensuite, ça va être de créer une histoire autour de ce mot-clé et de la faire vivre sur TikTok en utilisant les influenceurs pour créer la tendance, de la demande et donc de la recherche autour de ce mot-clé. C'est une technique qui permet de générer encore davantage de trafic en utilisant un mot-clé qui performe déjà très bien, mais elle fonctionne aussi pour un mot-clé avec lequel on ne se positionne pas. Et là, elle est d'autant plus efficace. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner pour que tout le monde comprenne bien justement ? Là encore, je vais reprendre l'exemple de Carrie Rose que j'ai trouvé brillant et vraiment très parlant. On va se mettre dans la peau d'un site e-commerce qui vend des vêtements et des accessoires de mode. Donc, moi, je suis ce site et parmi tous mes produits, je vends aussi des pulls pour chiens. C'est sympa, les pulls pour chiens. Et ces fameux pulls, alors, j'imagine qu'ils se vendent bien ? Eh ben non, et c'est justement là le problème. Donc, j'ai un stock conséquent d'invendus sur mes fameux pulls pour chiens et je ne sais pas comment faire. J'ai donc une page dédiée dans ma catégorie accessoires, mais pas de contenu, pas de lien interne et je suis absent des résultats de recherche. Autrement dit, t'es mal parti pour vendre tes fameux pulls pour chiens. T'as tout compris. Donc je suis face à un vrai défi, une vraie problématique en effet. Maintenant, si je reprends la stratégie de Carrie Rose et que je procède par étapes, j'ai déjà mon mot-clé qui est tout bêtement pull pour chien. Oui. Maintenant, il faut que je trouve une idée créative, une histoire que je vais pouvoir raconter sur TikTok. En parcourant mon site internet, je me rends compte que je vends des pulls, bien sûr, mais pour femmes cette fois, qui peuvent être assortis à mes pulls pour chiens. Et là, banco, j'ai mon histoire. Super. Est-ce que tu pourrais quand même me donner le nom du site ? C'est pour un ami, en plus c'est bientôt Noël. Donc Mais bien sûr, Kevin, tu viendras me voir à la fin du podcast. Pas de souci. Donc, maintenant que j'ai mon mot-clé et mon histoire, je vais aller chercher les influenceurs sur TikTok qui vont pouvoir la faire vivre et promouvoir mon produit. Donc, résultat, j'ai des influenceurs qui sont gaga de leurs chiens, qui se mettent en scène dans leurs vidéos avec leur pull assorti. Et là, ces influenceurs qui créent la demande sur mon mot-clé pull pour chien, c'est ce que je voulais, donc c'est très bien. Le problème, c'est que je ne suis pas numéro 1 sur ce mot-clé. Donc, quand un internaute qui va voir la vidéo de son influenceur ou son influenceuse préférée voudra lui aussi acheter son pull pour lui et pour son chien, ce ne sera pas mon site e-commerce qui va ressortir en premier dans les résultats de la recherche. Oui, ça c'est plus problématique. Du coup, comment on fait pour remédier à ça ? Eh ben, je te le donne en mille, on fait des relations presse. Ça tombe bien. En effet. C'est ce qu'a fait Carrie Rose pour ce fameux site de vêtements.
Il lui a suffi de pousser l'histoire auprès de la presse web principalement, parce qu'on le sait, les journalistes adorent eux aussi les histoires, et avec l'amplification des influenceurs sur TikTok, de nombreux sites médiatiques ont rédigé un article sur la tendance des pulls assortis avec son chien. Et par contre, à la différence des influenceurs, ces articles-là ont mentionné le site e-commerce et ont même intégré un lien pour permettre à leurs lecteurs de pouvoir acheter directement les produits présentés. Eh ben, c'est brillant. N'est-ce pas ? Et Pour le coup, pardon, je me sens très Charles III, tu vois, déconnecté de TikTok. Et pour convaincre nos auditeurs, est-ce que Carrie Rose a partagé des résultats chiffrés de cette campagne SEO et influence ? Évidemment. Grâce à la stratégie qu'elle a mise en place, le site e-commerce, donc le fameux site qui vend ses pulls pour chiens, a obtenu 77 liens qui vont pointer vers sa page pulls pour chiens, plus de 82 000 visites organiques, plus de 1 million d'impressions, 133 000 recherches sur les réseaux sociaux et bien sûr, elle s'est placée en première position sur la requête pulls pour chiens. C'est magnifique alors. Et si on devait retenir qu'une chose des enseignements de Carrie Rose ? La chose à retenir, c'est soyez créatifs et construisez des histoires autour de votre marque, de votre produit ou de votre service. Bon, ça peut paraître bateau, dit comme ça, je sais, mais c'est ce qui fonctionne tant en relations presse qu'en marketing, qu'en publicité, qu'en social media et bien sûr qu'en SEO. David, toi de ton côté, pas de pull pour chien, mais par contre, tu as quand même identifié un nouvel entrant dans le marché des prescripteurs. Alors, il s'agirait d'une nouvelle forme de recherche, mais pas véritablement d'un moteur de recherche comme on le connaît déjà avec Google. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus là. Oui, et ça vaut le détour, croyez-moi. L'annonce faite par Tom Anthony de Search Pilot n'est ni plus ni moins que l'entrée dans le marché du search de la plus célèbre firme de Cupertino. Apple, oui monsieur. Oui, je m'y connais un peu en pomme. C'est pour oui. On rappelle quand même que Apple, c'est la première valorisation boursière au monde, je crois avec quelques 2400 milliards de valorisation. Quand on annonce un nom comme ça, le propos a plutôt intérêt à être solide derrière. Ouais, tu as parfaitement raison et c'est une véritable démonstration que nous a fait Tom Anthony. J'espère que mes collègues partageront mon enthousiasme pour construire son argumentaire avec un travail de recherche vraiment super fouillé. Laissez-moi vous raconter cela. On t'écoute. Voilà, donc Google serait-il trop gros pour être battu ? Tom Anthony, justement, n'est pas d'accord. Il a étudié l'idée d'un moteur de recherche Apple pendant plusieurs mois. Il a recherché dans leurs annonces publiques et poussé ses recherches assez loin, notamment techniquement, en faisant du reverse engineering pour le coup. Dans sa présentation, Tom a expliqué comment Apple pourrait commencer à créer un moteur de recherche avec une nouvelle approche. Pas une page blanche avec un champ texte comme on le connaît avec Google, ça c'est déjà pris, en s'appuyant sur leur technologie existante pour fournir une nouvelle forme de recherche qui pourrait changer l'industrie carrément. Tom a montré des exemples béton pour montrer les types d'approches qu'Apple pourrait prendre en l'occurrence. Alors, question qui peut paraître bête, mais pourquoi Apple se lancerait en fait ? Et puis surtout, quels indices ce fameux Tom Anthony a mis en avant ? Alors, je vais les résumer, parce que la presse était quand même longue, il y avait 140 slides, je vais les résumer. Tout d'abord, Google paie chaque année à Apple 18 milliards de dollars. Alors ça paraît beaucoup comme ça, pour moi ça fait beaucoup, mais comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, la valorisation boursière d'Apple c'est 2400 milliards de valo. C'est pas grand chose finalement. J'ai presque envie de dire que c'est une paille. On sait aussi que les rumeurs du moment c'est éventuellement le rachat de Disney par Apple. Ouais. Donc autant dire que le frein à l'entrée de l'investissement, que représenter l'investissement, a priori n'en est pas forcément un. Ouais. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Google paie 18 milliards de dollars à Apple pour être son moteur de recherche sur Safari. Mais la justice aux États-Unis s'est emparée du sujet et est sur le point de contraindre Apple et Google à cesser leur collaboration pour éviter un abus de position dominante. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est que Apple a embauché et embauche énormément en ce moment de search engineers. Pour cela, il suffit de consulter les offres d'emploi d'Apple. Et a priori, je pense que c'est pas pour faire du tricot. Pour les pulls pour chiens, on en revient. Tout est lié. Exactement, tout est lié. Le troisième indice, c'est John Giannandrea. Et là, tu vas me dire, mais qui est John Giannandrea ? Mais qui est John Giannandrea ? C'est une très bonne question. Il est vice-président senior de l'apprentissage automatique et de la stratégie d'intelligence artificielle d'Apple. Il doit avoir des grosses cartes de visite.
mais donc depuis décembre 2018. Et il est surtout connu, si on va voir un peu dans Wikipédia, pour avoir créé MetaWeb et Freebase. Ce sont les bases de données du Knowledge Graph de Google. Tiens. Et il a dirigé les divisions de recherche et intelligence artificielle chez Google jusqu'en 2018. Donc lui non plus, a priori, il n'est pas là pour faire du tricot. Voilà, le 4e indice, Siri, que vous utilisez probablement si vous avez Apple, ou en tout cas vous l'avez sur Apple. Si vous avez un Mac, vous l'avez sur votre Mac ou votre iMac, etc. Siri suggère déjà des sites web depuis 2020. Voilà. Le 5e indice, c'est que Apple crawl déjà des sites web, hein. On le voit à travers Twitter, il y a tout un tas de SEO qui, dans l'analyse de logs, ont déjà capté qu'Applebot venait visiter régulièrement et indexer leur page. Regardez d'ailleurs vos logs serveurs pendant qu'on y est. Isolez Applebot, vous allez voir, c'est bien live. Et en plus, il communique déjà sur le fait qu'il fait du pré-rendering pour bien gérer le JavaScript. Voilà, donc, et puis on peut même souligner, Tom Anthony nous l'a rappelé, qu'Applebot suit les règles et communique dessus de Googlebot. Il crawl actuellement 20%, l'équivalent de 20% de ce que Google crawl régulièrement. C'est les petites études qu'a fait Tom Anthony. Et enfin, un dernier bel indice, je pense, Apple suivra grosso modo les mêmes règles de ranking. Il communique déjà dessus via son site dédié aux développeurs. En l'occurrence, il utilise les user data pour savoir si l'utilisateur s'engage avec le résultat. Il va utiliser les intentions, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, capter l'intention de l'internaute qui se cache derrière une requête. Il utilise les liens et une forme de PageRank pour voir l'autorité des différents sites qu'il va remonter. Et puis, le contexte d'utilisation de votre demande, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en mobilité ou en desktop chez vous, derrière votre bureau? Et les Core Web Vitals, est-ce que les pages vont charger rapidement ou pas? Donc, c'est très similaire à Google, quoi. Ouais, et puis, effectivement, ça commence à faire quelques petits indices. Et pas pour du tricot, on le rappelle. On est d'accord. Est-ce que tu peux nous faire... est-ce que tu peux nous résumer un peu l'approche d'Apple Search par rapport à Google, nous faire un petit jeu des 7 différences? Oui, alors il y en aura 4. Mais 4 différences. Mais effectivement, c'est une question intéressante parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'attend forcément à une page blanche, à quelqu'un qui va faire du Google. Déjà, c'est déjà pris. Ceux qui ont essayé de faire pareil s'appellent Bing et bon, c'est pas ouf. Voilà. Et pour la partie moteur assez similaire à Google, mais qui ne traque pas l'internaute, s'appelle DuckDuckGo, c'est déjà pris aussi. Donc, on va revenir au mantra d'Apple qui est Think Different. Et Tom Anthony pense qu'il n'y a aucune raison qu'Apple ne déroge pas à cela pour se lancer dans la course aux outils de recherche ou des outils de recherche. Voici donc les 4 principales différences entre l'approche d'Apple Search et Google, d'après notre ami Tom Anthony. Je le répète, ça n'est pas ma conférence, mais la sienne, même si j'adhère beaucoup. Alors, la première différence, c'est qu'on serait plutôt sur un modèle de moteur de recherche fédéré, de recherche fédérée. C'est-à-dire que d'un côté, dans les résultats, on a une combinaison de résultats web, puisqu'on a dit que Apple crawlait le web, mais surtout de contenu émanant des applications. Parce que le vrai succès d'Apple, c'est qu'il a plus de 2 milliards d'applications dans son App Store. Donc, pratiquement, on peut dire qu'il y a une intention ou une application pour chaque intention. Oui. Ça, c'est un gros point clé. Changement, une approche totalement différente. Les forces d'Apple, évidemment, c'est un parc hardware immense, ce que n'a pas Google. Google est, par exemple, sur les téléphones Samsung ou un certain nombre d'autres qui embarquent Android, mais le parc n'a rien à voir. Surtout, c'est un parc propriétaire chez Apple. Et puis, il y a une intégration déjà software qui est rodée et qui est en place. La troisième différence, c'est qu'il y a une intégration des services qui est totale. Je le répète, 2 milliards d'applications, les utilisateurs d'Apple les utilisent quotidiennement. Il n'y a plus rien à prouver de ce côté-là, ça turbine, ça fonctionne. Et enfin, le 4e point, la 4e différence, c'est qu'on s'attend à avoir des résultats sous forme de blue links. C'est un peu le cas aujourd'hui si vous faites une recherche sur Siri. Mais demain, je le répète, ce sera une application pour toutes les intentions. Avec pas de process d'indexation sur le côté application. Et en plus, c'est en temps réel. Et on va y revenir sur la façon dont il va procéder.
vous appelez un Uber et il est là dans 2 minutes, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'une page soit indexée pour l'appeler, pour commander. Voilà. Donc, c'est de l'instantané. Ça, c'est une vraie différence. Voilà. Donc, bien sûr, la demande se fera par le truchement de Siri. Le plus souvent, on la voit. Déjà installé sur tous les outils Apple, y compris sur les téléphones depuis récemment. Ça donne envie d'en savoir un peu plus pour être convaincu. Est-ce que tu peux développer pour qu'on se fasse un avis un peu plus clair ? Ouais, Apple déléguera la recherche aux applications, pour être clair, en proposant un mix de résultats, web plus app personnalisée. Son moteur va au-delà du web et c'est encore une fois ça la clé. Les résultats du moteur Apple seront différents des résultats de recherche Google. Il va servir les intentions globales de ses utilisateurs à l'aide de ces milliards d'applications. Mais, comme je l'ai déjà dit, mais surtout répondre à des tâches précises, et ça c'est nouveau avec les app clips. Les app clips, qu'est-ce que c'est les app clips ? Les app clips, j'arrive même pas à le dire, c'est tellement... Et oui, c'est pas simple, c'est un petit exercice de diction. Alors les app clips, parviennent à utiliser une partie d'une application, mais sans avoir l'application complète sur son téléphone. Et oui, parce que sinon, les aficionados de Google diront « mais moi, j'ai pas d'app Apple, donc en gros, je serais exclu du moteur ». Ben non, c'est là où c'est nouveau, c'est que justement, Apple est en capacité d'extraire une tâche à travers les app clips. Et même si tu n'es pas dans l'environnement Apple, on peut quand même répondre à ta question. Donc, ils ont un brevet déposé. Il est ainsi possible, par exemple, de commander un café au café du coin quand tu pars de chez toi à pied au bureau. Tu le commandes à la voix avec Siri, tu passes devant ton cafetier, voilà, tu rentres, salut Maurice, tu vas bien. Et entre-temps, tu as, via l'app Clip, qui référence ton cafetier, tu as sélectionné ton café, tu le payes avec l'Apple Pay, puisque ça aussi, c'est rodé, ça fonctionne parfaitement, c'est déjà fonctionnel, et tu repars avec ton café tranquillement. Donc tu peux faire ça avec Uber, tu peux faire ça en sortant de soirée, pour localiser, louer une trottinette aussi, par exemple, si tu veux. En fait, il y a des applications pour tout, et donc des tâches pour tout avec ces app clips. Voilà. Donc Google versus Apple, ce sont avant tout deux philosophies différentes dans l'approche du web. Et ça, je pense que c'est vraiment les arguments les plus solides de Tom Anthony. Donc, je le répète, sa conférence était assez longue aussi et très argumentée. Donc, moi, je ne fais que résumer. Elle vaut vraiment le détour parce qu'il y a des schémas dans tous les sens. Il a prouvé avec des brevets, etc. C'est très, très solide. J'ai pris quelques là aussi différences d'approche dans la façon d'aborder le web entre d'un côté Google, de l'autre côté Apple. Par exemple, pour Google, en fait, tout est hébergé dans le cloud. Alors que pour Apple, tout est on-device, c'est-à-dire le machine learning qui va vous préconiser des choses sur votre téléphone Apple, votre iPhone, en fait est embarqué. Ça veut et ça c'est fondamentalement différent parce qu'en réalité, la donnée ne circule pas, elle reste sur ton téléphone. Donc, elle est RGPD compliant. Ça, c'est une vraie diff. Ça veut dire qu'en gros, rien ne sort. Donc, t'es pas ennuyé par ça. J'en viens à la deuxième différence de philosophie, c'est que d'un côté, tu as Google qui, on va dire, met les données privées plutôt sur un point de vue secondaire, même s'il est un peu rattrapé par la patrouille, tandis que Google en a fait son cheval de bataille depuis un petit moment, depuis des années. C'est même lui qui a récemment banni le cookie de Safari. Donc, ils sont... complètement centré sur la donnée privée et le fait qu'elle doit rester la propriété de chaque utilisateur, donc rester sur le téléphone. Voilà, ils sont nés là-dessus, ils ont coupé l'herbe sous le pied à tout le monde avec Safari et tout le monde peine à remonter les bonnes données. On sait que Google galère dans GA notamment. Ensuite, Google est mobile first, certes, mais reste web first. Alors que Apple, on vient de le dire, Apple Search est mobile native, notamment avec les apps. Ça, c'est une différence fondamentale aussi. Et enfin, plutôt ainsi, Apple est à la fois personnalisé et privé. Et ça fait vraiment toute la différence en 2023. Voilà. Un dernier point, donc le Search est déjà embarqué dans la dernière version d'iOS. Il y a une petite barre de Search qui est apparue en bas d'écran si vous avez mis à jour votre dernière iOS sur votre iPhone. Voilà. D'accord. Mais pour pousser un peu plus le sujet et comprendre les motivations qui pousseraient Apple à se lancer dans ce marché, ça soulève d'autres questions. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. L'aspect financier n'est pas spécialement un problème pour Apple, mais n'empêche
Comment Apple compte financer les efforts colossaux que ça nécessite un outil comme ça ? Ouais, bien que tout ne soit pas une question d'argent, tu as complètement raison. Il en faut beaucoup quand même, soyons clairs, pour se lancer dans la course à l'attention des utilisateurs, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, avec un assistant de recherche. Et Apple en dispose sans limite. On rappelle la valorisation de la firme, près de 2400 milliards de dollars. Non seulement ils peuvent se passer des 18 milliards annuels de Google, on l'a dit, mais en plus ils peuvent vraiment se lancer sans retenue. Néanmoins, c'est vrai, la question de la publicité sur le moteur se pose. Mais en fait, elle n'est pas un problème du tout parce qu'Apple s'est déjà lancée. Elle est déjà présente dans l'App Store. Et au passage, en coupant les cookies sur Safari, Apple a complètement coupé l'herbe sous le pied d'un Meta ou de Snap, par exemple, dont les utilisateurs sont énormément sur iPhone. Et du coup, ils ont allègrement pompé finalement les revenus de ces gens-là, de Meta et de Snap, directement sur les publicités de l'App Store qui sont bizarrement beaucoup plus précises finalement qu'elles ne peuvent l'être sur Meta et Snap. Donc en fait, ils sont déjà lancés dans la course aux ads. Et enfin, c'est une arrivée à surveiller parce que ça, je pense, c'est un vrai argument intéressant aussi parce que le public fan d'Apple est plutôt CSP+, voire plus, dans son ensemble, avec un pouvoir d'achat plus haut que la moyenne chez Google. Donc, Apple a probablement trouvé la prochaine martingale, en fait. Voilà, tout simplement. Pour en revenir à l'approche du search par les applications et AppClip dont tu parlais par Apple, Google dispose aussi d'un App Store Android. Qu'est-ce qui l'empêcherait de ne pas faire la même chose, justement ? C'est une vraie bonne question. D'ailleurs, Tom Anthony l'a posée. En fait, ils essaient, Google, depuis longtemps, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Et pour s'en convaincre, est-ce que vous voyez souvent, en tant qu'utilisateur de Google et même Android, des résultats incluant des apps dans vos recherches Google ? C'est rare, oui. Ouais, pas vraiment. Donc voilà. En fait, là où Google a échoué, Apple pense qu'il est prêt et peut y arriver. Voilà, tout simplement. Et question très importante, Apple se lancerait quand ? Alors on veut des dates, on veut une date. Tom Anthony, lui, il a été direct. Il nous a dit, Apple va se lancer dès début 2023. D'accord, donc c'est demain. C'est demain. Voilà. En définitive, cette approche va bousculer le travail des SEO. On va revenir à notre sujet principal. Et de ce point de vue-là, je dois dire que c'est quand même assez excitant parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas été challengé. C'est pas évident de bosser qu'avec Google, mais là, on va être bien challengé et il y a tout un terreau de nouvelles choses à créer. J'aime bien l'idée. Il faisait aussi le parallèle avec la téléphonie mobile pendant la présentation, où il prenait l'exemple de Nokia, qui était leader de la téléphonie mobile il y a quelques temps maintenant, 20 ans. Et qui n'avait pas vu Apple arriver. Et on connaît l'histoire maintenant. Et c'est sûr qu'on a du mal à s'imaginer quelqu'un qui pourrait concurrencer l'insatiable Google. Mais effectivement, on sait de quoi Apple est capable. Et David vient de nous citer, en tout cas, tous les indices qui nous font croire qu'il pourrait arriver plus vite que possible. Et tu as raison, parce qu'à l'époque, Nokia n'y croyait pas. Et ils se sont attaqués à ce marché-là, et de façon différente. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la diff et qu'ils se sont installés. Ouais, exactement. En tout cas, on se donne rendez-vous en 2023 alors. Rendez-vous est pris. Florian, je reviens vers toi maintenant. En abordant la notion de ranking, justement, est-ce que le sujet des algorithmes a été abordé lors des différentes conférences ? Alors oui, bien sûr. Durant l'événement, la notion d'algorithme a évidemment été abordée, même sur plusieurs conférences. Donc si vous suivez le ICO, vous savez que Google annonce régulièrement des nouveaux algorithmes ou des mises à jour, les fameuses updates. Et pour rappel, l'objectif de Google est vraiment d'améliorer, et ce constamment, la pertinence des recherches, des résultats de recherche, pardon. Et on sait que certains de ces algorithmes ont donc pour vocation soit de pénaliser des sites ou des pages qui ne respectent pas les consignes. Par exemple, on connaît Penguin qui ciblait les backlinks artificiels en 2012, déjà 10 ans. Mais certains viennent favoriser les sites ou des pages. Et là, plus récemment, il y a eu la PageSpeed Update qui était en 2018. Je t'avoue que c'est pas facile de s'y retrouver avec tous ces algorithmes. Oui, effectivement, tu as raison. Et Google, d'ailleurs, récemment a mis à jour sa documentation pour expliquer ces différents systèmes de classement qui, par ailleurs, deviennent de plus en plus complexes. Donc, David le disait tout à l'heure en citant le problème d'indexation. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliards de pages web et d'autres contenus dans l'index Google. Et Google essaye de présenter des résultats de plus en plus pertinents, de plus en plus utiles, et ça en une fraction de seconde. Donc on imagine en tout cas la complexité de l'exercice.
Et pour revenir aux algorithmes, Google a été très actif cette année. C'est pour ça qu'on en a entendu quand même pas mal parler lors de la conférence. Pour citer quelques updates, en tout cas les plus importantes, en février, il y a eu l'update sur la page expérience système qui vise à favoriser les sites rapides et à pénaliser les sites trop lents. Enfin, c'était une mise à jour, hein. L'algorithme est un peu plus vieux. En mars et juillet, il y a eu la mise à jour sur les avis produits. Donc là, Google veut favoriser les meilleures, c'est-à-dire celles qui reposent sur des données pertinentes et sur des recherches effectuées par des experts ou des passionnés qui maîtrisent le sujet. Donc là, on est vraiment dans l'EAT. En août, il y a eu Helpful Content, là, qui vise encore à favoriser les sites qui publient des contenus utiles et aussi à pénaliser ceux qui, avec beaucoup de contenu, qui créent beaucoup de contenu, spécialement pour les moteurs de recherche. En septembre, on a eu le déploiement de la mise à jour principale de septembre. Donc là, c'est encore une note de Google qui prend même plus le temps de leur donner des noms. Et il y a eu également la mise à jour sur les produits. En octobre, on a eu le spam d'octobre 2022. Et il y en a de plus en plus, clairement, quoi. Oui, mais ça fait pas mal d'updates là. Ouais. La liste, comme tu peux voir, elle est assez dense sur ces derniers mois. Enfin voilà, pour revenir au Search Love, hein, c'était le sujet. Je voulais surtout aborder la conférence de Tom Capper. Donc Tom Capper qui est Search Scientist chez Moz. Donc on connaît bien l'outil Moz. Et on connaît bien, en tout cas nous on le suit beaucoup, son Mozcast. Donc le Mozcast, c'est le bulletin météorologique, entre guillemets, montrant les turbulences de l'algorithme de Google. Donc c'est assez simple, hein, c'est une courbe. Plus il fait chaud et orageux, plus le classement de Google change. Donc pour info, aujourd'hui, il fait 92 degrés. Fahrenheit, probablement. Ça fait déjà quand même très chaud. Ça fait chaud, ouais. Sachant qu'on est sur une moyenne assez haute pour le coup. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de changements. Et les mises à jour d'algorithmes nous montrent en tout cas la direction. En tout cas, dans sa conférence, Tom Capper se pose la question de savoir si ces mises à jour ne sont pas juste aléatoires, arbitraires, et ne font qu'inverser le résultat de la mise à jour précédente. Donc tous les sites, ou presque, sont affectés par les core updates, que ce soit positivement ou négativement. Peu de sites ne font que bénéficier de chaque update. Alors il se pose la question de savoir s'il y a une direction générale dans le temps. Donc Google aime dire que si vous créez de bons sites avec des bons contenus, les mises à jour vous récompensent. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il nous donne la réponse alors ? Alors, il nous rappelle déjà en amont que Google fait ses mises à jour et ses changements dans les pages de recherche volontairement, avec pour objectif de nous montrer les meilleurs résultats possibles, on le disait tout à l'heure. Ouais. Il nous rappelle également, et ça j'aime bien cette notion, que la somme des changements, elle est toujours égale à 0. C'est-à-dire que si vous montez, vos concurrents, ils descendent et inversement. Et ça peut être le résultat de vos efforts ou au contraire, le non-respect des règles par vos concurrents. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre du recul lors de ces analyses. Comme on le disait avant, tous les sites ou presque sont affectés par les core updates, donc il faut le prendre du recul pour analyser la tendance et ne pas s'arrêter à la comparaison d'une update à l'autre. Google aussi fait des tests et il faut savoir être patient. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors à part patienter ? Alors, on peut continuer bien sûr à publier des contenus pertinents. On sait en tout cas par expérience et par les données qui nous a montré que le court terme, c'est aléatoire. Il faut vraiment se projeter dans le temps. D'ailleurs, Google le précise lors de ces mises à jour, là je les cite, il n'y a aucune erreur à corriger sur les pages dont les performances ont baissé après une mise à jour principale. Cela dit, nous comprenons que vous puissiez ressentir le besoin d'effectuer des modifications sur ces pages. Dans ce cas, nous vous recommandons de vous concentrer sur le contenu lui-même, car c'est sur quoi nos algorithmes se basent. Et là, j'aime bien, c'est qu'il y a un lien vers les règles concernant le spam dans la recherche sur le web Google, sur le site Search Central. En gros, si tu respectes les règles, faut juste continuer à faire du bon contenu et tu vas dans la bonne direction. Et donc, pour résumer, entre guillemets, tout le monde est impacté dans le temps, que ça soit positivement ou négativement, et ça, c'est lié au changement de Google. Et ce qu'il faut, c'est continuer à faire les choses en respectant les bonnes pratiques de Google dans le temps, et ça nous emmène dans la bonne direction. Et il avait illustré, par rapport à ce que tu dis, Tom Capper avait illustré ça en montrant
les résultats dans le Moscast d'un certain nombre de sites news, le Sunday Times, c'était beaucoup UK, Financial Times, etc. Et en fait, après des updates, même des sites très respectables comme la BBC pouvaient monter ou complètement descendre. Ouais. Donc il disait, dans ces situations-là, tout le monde est touché et surtout, il faut patienter. Donc c'était une vraie belle démonstration, je trouve, un travail super fouillé. Il y avait le site, il prenait beaucoup d'exemples sur le marché anglophone de la NHS, qui est le site de la santé publique en Angleterre, des hôpitaux, où il y avait récemment quand même beaucoup de questions, notamment lors du Covid, sur des questions de santé. Et même le site de NHS, qui est le plus légitime en tout cas pour répondre à ces questions, voyait beaucoup de variations, dont des négatives. Mais sur le long terme, quand on regarde, la croissance est très importante. Mais d'une core update à l'autre, ça peut baisser, augmenter, quoi. Tu parlais de bonne direction. Du coup, comment est-ce qu'on sait si on est dans la bonne direction ? Il faut... Alors ça paraît simple, mais il faut mesurer. Et cela me fait rebondir sur la présentation de Jill Quick. Comment utiliser GA4 pour tirer le meilleur parti de vos stratégies ? Et GA4 est d'actualité en plus. Ouais, effectivement, on sait qu'à partir du 1er juillet 2023... les propriétés Universal Analytics standard cesseront de traiter les données. Donc GA4 vient donc un peu tout bouleverser sans nous laisser trop le choix. Même pour le SEO ? Même pour le SEO, et même surtout pour le SEO. On sait que les SEO étaient un peu fâchés il y a déjà 10 ans quand Google nous a enlevé les mots-clés de Google Analytics. T'étais fâché, David ? J'étais très fâché. Tu l'as encore là, ça. Ouais, j'avais vraiment, tu vois, j'étais pas bien. Pas bien. C'est pas grave, parce que maintenant les mots-clés ils n'existent plus, voyons. C'est ça. Voilà. Mais globalement, on voit que Google nous aide beaucoup à piloter nos campagnes, notamment via Google Search Console. Mais aussi, évidemment, grâce à Google Analytics. Car David aussi le précisait tout à l'heure, notre travail, c'est avant tout de générer de l'engagement, des conversions sur le site de nos clients. Et ça se mesure bien évidemment par Google Analytics. Et justement, quelles sont les nouveautés pour les SEO alors ? Alors, GA4 apporte de nouvelles choses. C'est pas juste une nouvelle interface pour voir ces sessions, mais des événements. Donc, on sait que tout est événement sur GA4. C'est vraiment ce qu'on a retenu de cette conférence. On peut notamment, pour donner quelques exemples, ajouter la notion de temps, qui est un peu nouveau. Par exemple, on peut se demander combien d'utilisateurs, ou quel est le pourcentage d'utilisateurs, ont visité un contenu et ont converti après trop de minutes, ou même quelques jours, si nous sommes sur des contenus qui sont un peu plus éloignés de la conversion. On est ensuite capable de donner du poids à un événement en y ajoutant une valeur financière. Et ça, c'est vraiment fondamental pour piloter une stratégie de contenu, avec certains contenus qui peuvent être très éloignés de la conversion. Quel est leur poids et surtout, quelle est leur valeur ? Elle nous décrit aussi l'audience comme la star de GA4. Et est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples ? Oui, par exemple, alors, on peut définir les utilisateurs ayant acheté 2 fois au cours des 30 derniers jours, par exemple, pour un site e-commerce, ou encore les utilisateurs qui ont regardé plus de 3 webinars, par exemple, au cours du dernier mois, mais qui n'ont pas rempli le formulaire pour du B2B. Et on peut aller très loin, en tout cas, dans cette segmentation. Et quand on commence à penser à toutes ces possibilités, on comprend vite qu'il ne faut pas simplement migrer les paramètres de données de Universal vers GA4 tel quel, mais c'est vraiment l'occasion de se demander qu'est-ce que l'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut traquer, de quoi a-t-on vraiment besoin. Et là, j'insiste, d'ailleurs, il y a un de nos articles sur le blog, GA4, 10 conseils pour réussir sa migration avant de partir en vacances ou avant de fêter Noël, pour le coup. Pour le coup, c'était vraiment une intervention concrète et assez rassurante parce que GA4 décontenance beaucoup les marketeurs parce qu'effectivement, on s'attendait, comme le disait Florent, il dit il ne faut pas s'attendre à avoir le même outil qu'avant. Ben oui, il est complètement différent. On dit il est nul ou je ne comprends rien. C'est notre approche, vraiment tournée événement. On est censé apprendre beaucoup plus de choses. Elle a fait une bonne analogie. Elle a dit en gros, GA Universal, c'était comme si vous rouliez en voiture, vous déplaciez en voiture. Avec GA4, vous êtes en hélicoptère. C'était assez sympa. Elle a fait une belle presse là-dessus. Et effectivement, ça va prendre un petit peu de temps de changer de paradigme, mais on est censé être beaucoup plus fin dans nos actions derrière. Surtout, tu le citais tout à l'heure, si on peut commencer à traquer les différents formats comme les images, les vidéos, ce qui est difficile aujourd'hui, ça ouvre pas mal d'opportunités, en tout cas pour nous en tant que SEO.
Marion, je reviens vers toi. Et du coup, au contenu aussi forcément, avec notamment la conférence de Lily Ray et celle de Noël Lerner. Yes, merci Kevin. Ce qui est pratique, c'est que les deux conférences dont tu viens de parler viennent préciser ce que j'ai commencé à dire en matière de contenu au début avec Jess Scholz. C'est un peu dur à dire quand même. Oui, il y a pas mal de noms compliqués aujourd'hui. C'est un super exercice. Vous parlez de qui? De toi, David. Ça va, je maîtrise. Donc je reste dans la continuité et je commence donc avec la conf de Lily Ray qui nous a parlé des 3 mises à jour récentes très centrées contenu et qui ont été précédemment introduites par Florian. Donc la mise à jour Helpful Content, encore celle-là, l'accord update de septembre et la mise à jour sur les avis produits. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus précis sur ces mises à jour, si on commence par l'Helpful Content, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps? C'est vrai qu'à l'édito chez WAM, on en entend souvent parler, mais c'est normal parce que ce que Lily Ray nous dit, c'est que l'Helpful Content, avec les sites ayant beaucoup de contenu de mauvaise qualité, alors personnellement, je trouve que c'est une super nouvelle quand on fait de la quali, mais le problème, et c'est aussi ce que disait Florian, c'est qu'elle peut aussi avoir un impact négatif sur les bons contenus de ces mêmes sites. Donc en résumé, il faut faire attention à la qualité de ses contenus sur l'ensemble de son site, mais ce qui inclut aussi de retravailler les anciens contenus qui existent depuis longtemps. Ce que tu dis, ça me fait penser à l'intelligence artificielle. Du coup, selon toi, les contenus IA, c'est une bonne idée ou pas? Ah, le gros débat sur les contenus. Oui, on en revient parfois dans Wamcast là-dessus. C'est clair. En fait, c'est comme tout, je pense, il faut doser. Donc, en tout cas, ce que nous a confirmé Lily Ray, c'est que la mise à jour ne vise pas nécessairement les contenus IA, mais qu'ils risquent d'avoir des mauvaises performances parce qu'ils sont souvent de mauvaise qualité, il faut le dire. Mais ce qu'il faut surtout faire, à mon sens, c'est de travailler en bonne intelligence et d'utiliser l'IA où ça peut avoir un intérêt. Favoriser les contenus courts avec des informations directes. Si tu veux, l'IA, elle pose pas de souci si elle donne des résultats de paris sportifs ou de matchs de foot. En revanche, on peut remettre en cause sa pertinence sur des contenus conseils où là, pour le coup, pour moi en tout cas, l'humain est nécessaire pour produire un vrai contenu de qualité. Ouais, on peut utiliser l'IA avec parcimonie sur des contenus vraiment très précis, quoi. Pour finir sur l'Helpful Content, est-ce qu'il y a des sites particulièrement visés ou ça concerne tout le monde ? Alors effectivement, il y a des sites précis qui sont visés et Lily Ray nous a d'ailleurs fait une liste non exhaustive. Donc on peut notamment citer les sites de parole, les sites pour adultes, de grammaire, de téléchargement MP3 ou encore tous les sites d'affiliation de mauvaise qualité. Mais en fait, ça touche vraiment les sites qui volent le contenu d'un autre site. Ça à ne pas faire, pitié. Ceux qui n'apportent aussi rien de neuf et qui sont donc 100% SEO ou obsolètes sans mise à jour. Qui présentent des pubs agressives et une mauvaise expérience utilisateur, des pop-up et des boutons de téléchargement déceptifs, et enfin, les sites dont les auteurs n'existent pas ou n'ont que peu d'expertise, mais ça c'est surtout vrai pour les sites de news ou de conseils évidemment. Il y avait aussi l'exemple, on le voit beaucoup, des sites qui viennent scraper les People Also Ask et qui viennent les retranscrire sur leur site, mais aussi qui viennent les scraper sur le marché français et qui les traduisent en anglais ou vice-versa, et ça c'est pénalisé aussi. Majoritairement. C'est ça, en gros, c'est tout le trafic, tous les sites qui ont créé de l'audience artificielle, ou en tout cas opportuniste, parce qu'elle n'est pas artificielle. Et je reviens avec la stat que Google a donnée il y a quelques jours, qui était que d'après lui, la majorité, donc 60%, peu importe le chiffre, du web était dupliqué. Parce que la valeur du SEO est telle aujourd'hui, quand tu as les premières positions, parce que tu peux faire du beurre avec des AdSense, qu'en fait, Google est constamment spammé, en fait. Et la vraie guerre du spam, elle passe par supprimer la duplication, donc par notamment des helpful content. C'est ça le vrai sujet. Google est vraiment challengé en ce moment, et en particulier aux US. Ça a donné lieu à des articles assez véhéments. Voilà, c'est un sujet assez sérieux aux US. J'ai l'impression que ça, c'est pas encore autant le cas en France, mais voilà pour la petite parenthèse. Et pour revenir sur ce que tu disais, Marion, c'est assez rassurant dans un sens parce que ça veut surtout dire que ça impacte les sites qui ont des mauvaises pratiques. Oui, tout à fait. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les sites ont généralement un passé avec des anciens contenus et qu'il va vraiment falloir garder en tête. C'est qu'il y a peut-être un travail de mise à jour à faire pour rester sur un site cohérent et à valeur ajoutée. Mais après, comme le disait Florian aussi, il se peut que tous les sites soient affectés par la mise à jour, positivement comme négativement. Donc le principal, ça reste de proposer des contenus de qualité qui répondent aux vrais besoins des internautes et qui, dans la mesure du possible évidemment, font intervenir des experts. C'est très clair, merci Marion. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la core update de septembre et la mise à jour sur les avis produits ?
Alors concernant ces 2 mises à jour, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il va falloir penser au-delà des 3 intentions de recherche qu'on connaît tous, donc transactionnel, navigationnel, informationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans la création de contenu désormais, et quel que soit le canal. Pour citer quelques nouvelles intentions dont il faut tenir compte, on a par exemple acheter un produit, lire des reviews, trouver un e-commerce, un commerce tout court, ou une activité, s'informer sur l'actualité récente, vérifier des informations, trouver un tuto, trouver des ressources gouvernementales. Et d'ailleurs, depuis l'accord update de septembre, on a remarqué que les sites gouvernementaux étaient remontés en flèche et qu'ils surpassent même Wikipédia dans les SERP. Ouais, donc on peut plus se contenter d'acheter, s'informer, il faut affiner l'intention de recherche pour, on le disait tout à l'heure, proposer le bon contenu au bon moment. Exactement, je vois que tu suis. Oui, moi j'écoute de temps en temps. J'écoute ce que vous dites. Autre chose à savoir sur ces 2 mises à jour qui impacteraient les contenus ? Alors ouais, juste une petite précision sur la mise à jour des avis produits. Selon Liliray, 50% des résultats seront des avis produits. Donc il va falloir bien soigner sa stratégie produit. Google veut de l'évidence et de la facilité. Alors aujourd'hui, on n'hésite pas à publier des photos qualitatives de ces produits, des vidéos si on a. On en met aussi en avant les principales caractéristiques et on propose, comme on l'a dit plus haut, une vraie expérience d'achat. Très bien. Et concernant la conférence de Noah Lerner, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça ? Du coup, Noah nous a offert une présentation très axée tips et conseils avec comme idée « On ne sait pas ce que Google veut, on sait uniquement ce qu'il nous montre ». Et il nous a donc présenté les meilleures étapes selon lui pour créer le bon contenu, pour, je cite, conquérir les nouvelles SERP et donc générer plus de chiffre d'affaires évidemment. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide ? En résumé, il nous dit d'abord de penser objectif client au lieu de se lancer dans le vide. Donc on définit classiquement quelle est la cible, les objectifs de la marque, ses services et ses produits. Bon, rien de neuf là, mais là où ça change un peu, c'est la façon de voir les produits, car il nous précise qu'il faut regarder les offres les plus rentables et sur quoi la marque fait de l'argent. Il nous conseille également de nous pencher sur la conversion et le process de vente, et de là se demander comment le contenu peut venir en soutien de ces process de vente. Parce qu'on le rappelle, c'est axé conversion, on génère des conversions et les visites, on s'en fiche s'il n'y a pas d'achat derrière. Et ensuite, on retrouve le boulot classique du SEO au service du contenu. Laisse-moi deviner, définir les expressions de recherche. C'est ça. Établir les expressions clés qu'on veut travailler sur la stratégie de contenu, tout à fait. Donc pour ça, il nous a donné des outils gratuits pour le faire. Les recherches associées, les People Also Ask et la complétion automatique sur Google. Google Trends, le Knowledge Graph Search API et Wikipédia, pour ensuite constituer sa base d'expressions clés à enrichir avec les métriques d'outils comme SEMrush qui, pour le coup, là, sont payants. Et on en fait quoi de cette base de données-là ? Alors, selon Noah, il est intéressant d'établir des clusters. Ce qu'il entend par là, c'est de trier les expressions clés par sujet, sous-sujet, mots-clés, et ensuite d'aller tout catégoriser par intention et sous-intention de recherche, ce qui correspond en fait aux intentions et aux sous-intentions de nos cibles précédemment définies. Bien sûr, pour avoir une base de données de travail pertinente, on va aller chercher tous les contenus qui existent sur notre site et qui répondent aux expressions clés et aux intentions de recherche qu'on a définies dans notre base de données. Donc ce travail va nous permettre de faire une analyse de content gap, car on voit les expressions, on voit les intentions de recherche, là où on n'a pas de contenu. Donc on va sélectionner les contenus inexistants qu'il est primordial de faire pour nous, en fonction des besoins et des intentions de nos cibles. Donc ça, c'est super cool, parce que ça va nous permettre de ménager nos efforts. On fait peut-être moins, mais mieux en tout cas. Et on va faire en sorte de faire des contenus utiles, et ça permet aussi d'éviter les doublons de contenu. Ouais, c'est un gain de temps et une stratégie de contenu plus efficace finalement. Et j'imagine qu'ensuite, on met en production. Exactement. Donc on donne toutes les infos de ce fichier qui vont bien au rédacteur sous forme de brief, et hop, ça part en rédaction. Ok. David, parmi les 17 interventions que vous avez écoutées, il y en a 2 qui étaient très contextualisées. Je parle de la situation économique que nous vivons, que les entreprises vivent. Oui, et c'est ce qui fait aussi, je pense, la valeur de cet événement, ce Search Love. C'est-à-dire que les vrais sujets ont été abordés. C'était pas mis sous le tapis pour dire « Waouh, c'est génial le marketing ». Et en UK, les conséquences économiques de la crise que nous vivons sont plus exacerbées qu'en France. Et d'ailleurs, nous avons été accueillis dans le concret le lundi matin, dans le texte d'introduction, lorsque nos hôtes nous ont indiqué que les prévisions de dépenses des marketeurs en UK
allait baisser de 40% sur Q4 2022. Donc c'était d'ailleurs, au passage, on a même vu qu'il y avait près d'un tiers de la salle qui n'était pas là par rapport à habituellement. D'accord. Il y a 2 conférences qui ont concrètement évoqué le contexte de crise. La première de Google UK par le biais de Nisha Matthews, qui est Strategic Insight Manager, donc chez Google, avec le sujet incertitude à venir ou climat d'incertitude. Et comment Google s'y est pris concrètement ? Justement, en nous montrant pas mal de chiffres, c'est-à-dire en nous démontrant les effets de la crise économique, en tête desquels l'inflation, évidemment, sur les prix des biens de consommation basiques, et bien sûr sur ceux de l'énergie, à travers de nombreux chiffres de demande exprimés sur Google. On le sait, Google est assis sur un tas de données immense avec sa position dominante. Et pour le coup, c'est un véritable baromètre. C'était extrêmement éloquent. Je ne voudrais pas plomber à la bonne ambiance non plus, mais on a été bien secoué. Google est encore une fois un vrai baromètre de conso du moral des ménages. C'était assez frappant en fait. Et tu as quelques exemples à nous donner justement ? Ouais, voici en substance ce que l'on peut en retenir, car les données étaient nombreuses et Google ne les partage pas après coup malheureusement. Donc ils les gardent bien au chaud pour leurs annonceurs. 3 petits points. Mais je rappelle que ce sont des tendances propres à l'Angleterre, bien que ça me semble tout à fait valable pour la France, vous en jugerez. Quand je dis que c'est un baromètre du moral des ménages, par exemple, on a vu toutes ces courbes, une forte hausse des recherches liées à la gestion du budget de la famille, le budget des ménages, comment on gère ses finances à court, moyen, long terme, comment on fait des économies. Il parlait de la notion de cash shuffling. Donc voilà, pas mal de courbes assez intéressantes. Et par voie de conséquence, les demandes de produits qui incluaient par exemple cheap sont en forte hausse, tandis que celles incluses en best sont en forte baisse. Voilà, exactement. Mais c'était assez réaliste et encore une fois en temps réel. Également en hausse dans les télécoms, par exemple, tout ce qui est prepaid, donc téléphone prépayé, et inversement une baisse de phone subscription parce que en fait, t'as pas vraiment de sous pour en acheter un nouveau. Ouais. Autre exemple parlant, la forte hausse de cancel concernant pour arrêter les abonnements. L'annulation des abonnements. Encore une fois, c'était assez spectaculaire, les hausses, et là tu prends vraiment le pouls de la société, quoi. Par exemple, on avait aussi, Google montrait plus 203% sur des recherches comme best before, donc qu'on peut traduire par à consommer de préférence avant, ou bien sûr des hausses sur des termes liés au paiement en plusieurs fois, évidemment. Ouais. Aux aides gouvernementales, aux renégociations de salaire, à la revente, donc voitures, meubles, bijoux, aux économies d'énergie, comment on s'y prend, aux jobs secondaires, side hustle, à l'achat de téléphones reconditionnés. Voilà, c'était assez concret. Il y avait des exemples vraiment nombreux et on a vu vraiment un pivot dans le comportement de recherche assez fou en UK. Pas très optimiste ce baromètre du coup. Non, pas très optimiste, mais ce qu'on en retient, et puisqu'on s'adresse à des marketeurs et que nous en sommes nous-mêmes, c'est qu'en tant que marque, vous avez intérêt à faire ces recherches via Google Trends pour sentir la tendance de consommation dans votre marché à propos de vos services, de vos produits. Est-ce que vos publics ont les mêmes craintes, sont affectés de la même façon ? Et bien sûr, il faudra adapter vos offres, en conséquence, que ce soit un service ou un produit, encore une fois, une baisse de prix, facilité de paiement. Faut prendre le temps de s'arrêter là, parce que c'est quand même parti pour durer un petit moment. En tout cas, 2023 peut être une traversée du désert pour certaines activités. Donc c'était très instructif dans ce sens, très utile pour comprendre et pour prendre conscience des effets de la crise économique sur la consommation des ménages. On a vu que Google devenait un vrai allié des marques pour capter les changements de comportement et donc pour adapter leurs offres en conséquence. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une deuxième conférence qui abordait le contexte de crise économique, mais cette fois c'était plutôt du côté projet SEO, c'est-à-dire la façon dont on peut s'adapter en tant qu'agence, qu'annonceur dans l'effort SEO. C'est bien ça, David, Anaïs ? Oui, exactement. Donc là, on repasse derrière l'écran, sur le bureau. Ok, tout ça, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'effort SEO ? Et voilà, ça, on a trouvé très, très intéressant.
intéressant. Donc Jake Roman Capon de Brain Labs, c'est lui qui s'est collé au sujet avec son intervention qu'on pourrait traduire comme ça, construire une stratégie SEO globale résiliente face au vent contraire de l'économie en 2022 et au-delà. Et justement, c'était quoi les messages, les principaux messages de Jake ? Je vais juste l'appeler Jake pour éviter d'écorcher le nom. Quels étaient les principaux messages ? Alors, je vais reprendre la parole et démarrer avec le concept clé que justement toutes les équipes SEO doivent connaître en principe, qu'on soit en agence ou chez l'annonceur. C'est le roulement de tambour, le RACI. C'est la maîtrise des responsabilités, donc en anglais c'est responsible, accountable, consulted and informed, ou en français, plus simplement, le réalisateur, l'approbateur, l'autorité ou le responsable, le consulté et informé. Ça indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus et d'activité qui ont lieu lors d'un projet. Pour le reste, je vous invite à consulter Wikipédia si vous avez envie d'approfondir le sujet, sinon on peut y passer encore 1 heure. Et donc Jake a débuté en nous disant « Un RACI bien planifié et bien engagé vous fera économiser des heures d'aller-retour ». Et en contexte de crise, le sujet était plutôt pertinent. Quoi qu'il en soit, un bon rappel, ça fait toujours du bien. Et à partir de ce message principal, c'est quoi les autres enseignements de son intervention ? Eh bien que le SEO est un investissement et pas un coût. Tiens. Les budgets marketing sont les premiers à être coupés en période de crise. C'est pas moi qui l'invente. Est-ce que pour autant il faut tout abandonner du jour au lendemain ? Non, mais il faut s'adapter, ça c'est sûr, et il faut se concentrer sur les couples marché-produit qui rapportent le plus, voire les adapter aussi, comme on l'a dit tout à l'heure à travers l'intervention de Google. Les prioriser permet d'allouer plus facilement un budget à chacune. C'est ça le fond du message de Jake. Rappelons que le SEO présente le rapport coût-contact le plus intéressant et de loin pour un responsable marketing. C'est donc sur ce pilier solide que l'on capitalise lorsque l'on doit optimiser ses budgets. Et on a pu s'en rendre compte chez WAM aussi. Lors de la pandémie, on a clairement des clients ou des prospects qui sont venus vers nous en disant on doit couper tout ou partie des investissements ou des dépenses publicitaires. Voilà, et les budgets SEO ont eu plutôt tendance à augmenter parce qu'ils se sont dit ok, a priori, quand on a besoin de couper le robinet, on n'est pas bon. Donc on se remet au travail parce qu'à long terme, c'est là-dessus qu'on va s'en sortir mieux. On a même vu des marques opérer des transferts de budget pour partie, je les oppose pas, mais du paid vers le SEO pour se renforcer, pour avoir une base plus solide au cas où. Mais j'imagine que même si les entreprises misent plus sur le SEO, là aussi, il faut prouver que ça marche. Exactement. Et pour autant, il faut montrer la valeur et la cohérence des actions aux donneurs d'ordre. Et j'insiste bien là-dessus. Donc on doit prouver davantage, c'est-à-dire 1. Aligner les actions sur les moments clés de la marque pour limiter les coûts justement. 2. Montrer que la prestation n'est pas linéaire mais s'adapte au temps fort du client, c'est le nerf de la guerre. Et 3. Démontrer clairement comment chaque euro est dépensé. Ça, c'est indispensable et c'est encore plus important en période de récession pour justement développer une roadmap claire et efficace avec un client qui a confiance en nous. Et ça veut aussi dire faire preuve de plus d'efficacité dans l'organisation. Oui, mettre en place les bons outils pour piloter la prestation et créer même des synergies. Donc créer un RACI avant même de débuter un projet. Voilà, on prend le temps de savoir qui fait quoi, qui rapporte. Donc limiter les allers-retours, comme disait l'ami Jack en introduction. Définir des KPI clairs et créer un feedback mensuel en équipe pour réévaluer les actions engagées. Ça, c'est notamment, si je m'appuie sur ce que disait Florian, avec un GA4, tu as tous les événements. Donc vous voyez, tout est raccord. Demander l'accès aux outils qui permettent aux développeurs d'appliquer vos actions, en tête desquels Jira, c'est le plus demandé, mais il y en a d'autres. Puis utiliser, ajouter des tickets, réduire les soucis de communication et identifier de nouvelles opportunités. C'est-à-dire on limite le recours à d'autres personnes, on va droit au but, on fait soi-même. Travailler en synergie avec les équipes en interne et capitaliser sur les contenus déjà produits. On peut évoquer aussi les synergies SEA, SEO, dont SEO, on a parlé, UX, voilà. dont on a parlé dans le webcast. C'est ça, en fait, on nous demande de casser les cloisons, d'arrêter la réunionnite et de se concentrer sur ce qui fonctionne, être plus précis, plus rapide, parce qu'on n'a pas le temps de tergiverser, ou en tout cas, il faut qu'on aille droit au but, quoi. Voilà. Donc, communiquer les best practices pour les équipes en interne, prendre le temps du feedback, presque une organisation agile en réalité. Contenu SEO, architecture de site,
pour que ce que vous avez appris se sache en fait, et qu'on ne soit pas toujours obligé de faire et défaire, mais que ce soit acquis et qu'on franchit une étape à chaque nouvelle action. Faire des points à chaque trimestre pour réorienter la prestation en fonction du budget restant. Voilà, que ce soit chez l'annonceur ou en agence, on se sent tous bien concernés. Il faut être un petit peu plus droit au but pour 2023. Alors en UK, on sentait quand même bien la pression, mais voilà, je pense que, voilà, comme le disait Anaïs, c'était des bons rappels. Et il faut avoir une organisation pas en commando, mais pas loin, quoi, en 2023, quoi. Voilà. Eh bien, merci à tous les 4 pour ce point très, très, très complet de tout ce qu'il fallait retenir de ce Search Love 2022. Vous aviez plein de choses à dire, vous les avez dites. Et merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On espère que ce débrief vous aura permis d'y voir plus clair, vous aussi. Vous pouvez retrouver ce Whamcast et tous les anciens sur notre site agence-wham.fr, rubrique Whamcast, c'est logique. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Twitter @Whamref également. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast, ça ne prend pas longtemps, c'est important, et à gagner des pulls pour chiens, des pulls pour chiens Agence Wham, pour ceux qui laisseront les meilleures notes. Dédicacé par Charles III. Exactement. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.